Culture Soccer. Bienvenue, chers auditeurs et auditrices, à un nouvel épisode de Culture Soccer. Aujourd'hui, c'est moi, Anthony Delarenne, qui vous présentera l'épisode de cette semaine. Mais tout d'abord, je suis rejoint par nul autre que Mathieu Lemay. Ça va bien, Mathieu? Salut Anthony, comment ça va? Merci pour l'invitation encore une fois au podcast de Culture Soccer. Ça va très bien. Merci à tous de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, ça va être un épisode assez intéressant car on va parler de MLS. Tout d'abord, on va parler des matchs qui se sont passés récemment. Là. On enregistre le dimanche 13 septembre, donc on ne pourra pas parler des matchs du dimanche, mais au moins de ceux du samedi et d'un peu plus tôt cette semaine. Et par la suite, on va parler de la situation à MLS, puisque le 11 septembre dernier, il y a eu des nouvelles informations pour ce qui en est des matchs là, pour le reste du mois de septembre. Donc, c'est des informations assez intéressantes. Et par la suite, là, on va parler de droits télé et tout. Donc, ça risque d'être un épisode assez intéressant. Et moi, un match que je voulais vraiment parler cette semaine, c'est la cuisante défaite de San José 7-1 jeudi dernier. C'est vraiment, là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un match comme ça là, en MLS. Un gros score de 7-1 et ça a été des buts qui ont été marqués assez rapidement. Et souvent, on voit San José jouer en man-to-man. Et ça fonctionne, mais aujourd'hui, ça fonctionnait. Pas aujourd'hui, mais jeudi dernier, ça fonctionnait tout simplement pas, hein, Mathieu? Non, ça fonctionnait pas. On avait l'impression que les joueurs de Sounders avaient l'air de cabris sur le terrain tellement qu'ils étaient plus rapides que les joueurs des Earthquakes. Juste le premier but, à la 4e minute de Jordan Morris, en a un exemple. Il part tout seul du milieu de terrain, contourne un joueur, accélère. Finalement, tout l'espace s'ouvre devant lui, il tire et il marque un but. À ce moment-là, on sentait la catastrophe arriver. Peut-être pas de façon aussi importante, là, mais quand tu mènes 5-0 à la mi-temps et quand Mathias Almeida, une fois les 6e et 7e buts inscrits, opère pour les 5 changements en même temps, il faut le dire, c'était un signe que les choses allaient pas bien pour les Earthquakes. En même temps, je veux juste rappeler que les Earthquakes avaient perdu Eriksson. Ils ont perdu un bon joueur, hein, quand même, il y a de ça quelques jours sur le marché des transferts. Et visiblement, ils l'ont pas remplacé au niveau de l'attaque. On a vu à quel point Eriksson avait été solide lors du tournoi MLS is Back. Pendant ce temps-là, Seattle, qui pourtant n'a pas la réputation d'être une équipe offensive, malgré qu'ils aient des bons éléments, ils ont tout simplement sauté à la gorge de leurs adversaires très, très tôt. Puis c'est ce qui a fait la différence avec un Raúl Ruidiaz dans une forme resplendissante, 2 buts, 2 passes décisives. Fait que, qu'est-ce qu'on peut dire de plus de ce match-là, sinon que Seattle est passé près d'égaler, voire de battre un record de la MLS là, pour le plus grand nombre de buts marqués et pour la plus grande marge, qui était de 7 buts et 8 buts inscrits par une équipe dans un match. Mais par contre, le fait qu'ils aient marqué 5 buts en 33 minutes, c'est un record d'équipe. Alors, il va falloir le souligner. Puis ça améliore leur différentiel au classement de la conférence Ouest, là, où les Sounders là, sont en tête avec un point d'avance sur Minnesota et Kansas City. Pendant que, malheureusement, là, pour les Earthquakes, les choses ne regardent pas aussi bien. L'équipe est en dernière position. Et là, Mathias Almeida va avoir intérêt à ce que les choses reprennent le bon bout. Eux qui avaient montré de belles choses là, pendant le tournoi MLS is Back, là, il est temps que l'équipe là, s'en aille dans la bonne direction. Mais encore faut-il remplacer quelqu'un comme Eriksson. J'ai hâte de voir si les Earthquakes vont nous arriver avec quelque chose d'ici la fin là, de la période des transferts, parce que ça va vraiment pas bien pour les Earthquakes pour cette défaite-là. Ça vient peut-être sonner les cloches là, au sein de la direction là, pour que quelque chose brasse là, d'ici les prochains jours. Oui, également. Et tu parlais un peu plus tôt du premier but. Je pense que c'est justement ce premier but-là qui montre les limites de la tactique de l'entraîneur de San José, Mathias Almeida, parce que tu vois Jordan Morris vraiment se départir là, de son défenseur. Il y avait l'air de Lionel Messi quasiment, là, j'exagère à peine. Exactement. Puis après ça, tu as les deux attaquants qui vont juste aller vers les ailes.
Fait que ça crée vraiment un trou pour Jordan Morris. Donc, c'est vraiment, là, c'est très ingénieux de la part de Seattle comme tactique offensive de vraiment utiliser le man-to-man à leur avantage. Et moi, par la suite, pour finir sur ce match, j'aimerais tout simplement là, de féliciter Jovan Jones avec 2 buts et une passe décisive. C'est un joueur que, pour ma part, pas que j'avais oublié, mais depuis son retour, était moins étincelant qu'à son départ. Mais là, cette saison-ci, là, il fait quand même très bien avec 2 buts et 3 passes décisives là, en 6 matchs startés et un total de 8 apparences. Donc, c'est vraiment bien. Là, on retrouve le Jovan Jones de 2016, de 2017. Donc, je pense que déjà là, c'est une très bonne nouvelle pour Seattle. Sinon, si on continue avec les autres matchs, là, il y a eu l'Union qui affrontait les Revs. Ça peut paraître un match, on pourrait dire, de banal, un 2-1, match normal et tout, mais c'est vraiment la performance, moi, de Anthony Fontana que j'ai vraiment adoré. C'est un joueur formé au club et il est rentré en cours de match. Et tout simplement, il a donné la victoire à son équipe. Il a marqué le premier but, un très beau but, un tir lobé pour battre Matt Turner. Par la suite, malheureusement, les Revs égalisent. Et en toute fin de match, il reste peut-être 45 secondes au temps additionnel. Il te déclenche une frappe, une magnifique frappe, surtout pour son âge et tout, là, seulement 20 ans. Là, c'est magnifique ce qu'il nous fait et il donne la victoire à l'Union. Je sais pas qu'est-ce que tu as pensé de sa performance. Ah ben c'est évident que c'est lui qui a fait la différence dans ce match en inscrivant les 2 buts pour les siens. Et ça confirme le projet de Philadelphie de faire confiance à des jeunes joueurs, dont une partie qui viennent de leur académie et de leur centre de formation. Hein. On a beaucoup parlé de Brandon Aronson pendant le tournoi MLS is back. Ben, cette fois, c'est Fontana qui a fait la différence. Hein. Ça a pris du temps avant que les buts soient inscrits dans ce match. C'est vers la fin que finalement là, les choses ont débloqué. Tu l'as dit. Juste rappeler que la Nouvelle-Angleterre était réduite à 10 pendant la rencontre. Donc, on se disait que Philadelphie avait l'avantage, mais ça a tout pris quand même pour aller chercher ce but de la victoire. Mais on est allé chercher le résultat, puis c'est là qu'on voit le changement dans cette équipe-là. Depuis qu'enfin la formation là, de Jim Curtin, là, on a une idée claire de vers où on s'en va. Et moi, j'aime beaucoup cette équipe-là par rapport à au projet qu'elle offre. Parce que, à défaut d'avoir de gros moyens financiers, on mise sur des pommes qu'on cueille directement sur l'arbre, pour reprendre une expression consacrée de mon grand-oncle. Et c'est ce qui fait la différence. C'est pas un hasard si Philadelphie continue sur sa lancée des 2 dernières saisons. Ils ont connu un bon tournoi MLS is back. Finalement, à la reprise, tout de suite après, les succès se poursuivent. Et là, mine de rien, Philadelphie est 2e dans la conférence Est avec cet autre succès contre la Nouvelle-Angleterre, qui, en passant, est allé rechercher Lian Wynn que Miami a libéré. Mais c'est ça. Alors, je veux dire, Philadelphie, c'est ça. Fontana, pour moi, est emblématique de ce projet-là. Puis ce qu'il y a de bien, c'est que même si dans ce match-là, c'est lui qui a fait la différence, on se dit qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent le faire parce que c'est le collectif à Philadelphie aussi qui est, selon moi, très solide. Je sais que j'ai parlé d'Aronson, mais à un moment donné, ça peut être, même s'il y a eu quelques difficultés, là, ça peut être l'attaquant Luka Chibulko, par exemple. Et ça peut être Javier Montero. Moi, c'est un joueur que j'adore beaucoup au milieu de terrain. Son arrivée l'an dernier a stabilisé l'entrejeu de Philadelphie. C'est un joueur qui apporte beaucoup dans ce que j'appellerais les 2 sens du terrain. Puis après, juste pour revenir à ce que tu as dit, c'est ce jeune joueur-là, Fontana, qui a fait la différence. Il fallait voir d'ailleurs ses coéquipiers le féliciter sur son premier but. Alors, c'était un signe que on était bien contents pour lui. Puis c'est un signe qu'à Philadelphie, comme je l'ai dit, c'est un projet que moi, je trouve qui offre de belles choses. Et moi, j'ai hâte de voir la suite, juste rien que pour ça. Néanmoins, Nouvelle-Angleterre, c'est un adversaire coriace. Hein, ils sont coachés par Bruce Arena. Ils ont failli quand même aller chercher un match nul malgré qu'ils étaient réduits à 10.
D'ailleurs, ils ont trouvé le moyen d'égaliser quand même, malgré l'infériorité numérique. Mais voilà, c'est Philadelphie qui a gagné. Et puis, comme tu l'as dit, ce laser de Fontana en fin de match à l'extérieur de la boîte, c'était tout simplement de toute beauté dans les derniers instants là, pour aller chercher la victoire. Mais ça fait partie de la progression d'une équipe. Hein. Peut-être que Philadelphie, au début de son projet, n'aurait pas marqué ce but-là. Et là, ben là, on sent que c'est ça, on sent une progression. On les sent capables d'aller chercher un résultat positif comme ça dans les derniers instants, faire preuve de caractère malgré que ce soit une jeune équipe pour aller chercher les 3 points. Il va falloir les surveiller jusqu'à la fin de la saison. Moi, j'en suis persuadé. Je ne dis pas qu'ils vont aller chercher la Coupe MLS, mais c'est le genre d'équipe qui va causer des problèmes à plusieurs adversaires. Oui, effectivement, une autre équipe qui, cette saison-là, donne beaucoup de fil à retordre à ses adversaires. Elle se retrouve un peu plus au sud. C'est Orlando City SC. Vous le savez, chers auditeurs et auditrices, c'est une équipe que moi, j'aime particulièrement. Et ils ont encore remporté un match samedi dernier face à l'Inter Miami. Donc, c'est sûr, c'est pas le plus gros adversaire en MLS, mais tout de même, là, ça permet à Orlando de se placer quatrième. Je pense que c'est une place qu'ils n'ont jamais occupée et d'être assez tranquille pour les séries, là, à 9 points d'avance sur le premier le premier qui n'est pas qualifié. Donc, c'est une très bonne opération de la part d'Orlando. Vraiment, là, c'est une victoire de 2-1 dans le derby de la Floride. Je ne sais pas encore comment trop on va l'appeler dans le futur, mais c'est sûr que la MLS va lui trouver un nom, ça, j'en suis certain. Donc oui, c'est ça, c'était une victoire d'Orlando 2-1. Je tiens à préciser que Brek Shea a marqué le but pour à l'Inter Miami. Donc, c'est Antoine Latran qui va être très content d'apprendre ça. On le sait, il adore ce joueur. Donc oui. Il est bien un des seuls, parce que quand on regarde sur les médias sociaux, on se demande, mais qu'est-ce qu'il fait encore ici? Ouais, c'est sûr, mais non, c'est un joueur qui fait très MLS, on pourrait dire. Ouais, c'est un chat à 9 vies, quoi. Mais, Ouais. mais pour résumer ce match-là, ça renvoie à ce que Oscar Pareja apporte à cette équipe d'Orlando. Il a réussi à apporter une certaine stabilité et surtout un peu plus d'équilibre dans cette équipe. On l'avait vu déjà au tournoi MLS is Back et ça continue encore cette saison. Et peut-être aussi Orlando va bénéficier d'un calendrier réduit parce que souvent le problème de cette équipe-là, c'était qu'elle manquait d'essence dans le réservoir en fin de saison et aussi la faiblesse de cette équipe-là était au niveau défensif parce que c'était une équipe qui, un peu comme à l'image de Montréal, elle n'avait pas de structure ou vraiment ou de plan défini qui partait là, des étages supérieurs. Lorsqu'on s'est enfin décidé à opérer ce virage-là, forcément, Orlando, qui a un peu plus de moyens financiers et qui avait déjà une base offensive, mais tout ce qui restait à corriger, c'était l'entrejeu puis au niveau défensif. Oscar Pereira a apporté des petites modifications sur la façon de jouer de cette équipe-là pour qu'elle montre un visage plus équilibré sur le terrain. Et en ce sens-là, je pense que c'est là où Orlando fait la différence cette saison. Et ses succès, pour moi, ne sont pas le fruit du hasard. Pour ce qui est de Miami, mais malgré tout le recrutement bling-bling avec Blaise Matuidi, puis maintenant la possibilité que Gonzalo Higuaín arrive également à l'Inter Miami, c'est pas ces acquisitions-là qui font encore une fois un collectif. Je le répète, bon, Miami a réussi à remporter ses premières victoires, d'accord, mais je pense qu'il y a quelque chose collectivement à faire et à construire, alors qu'Orlando, eux, après 6 ans d'insuccès, il y a peut-être enfin la lumière au bout du tunnel pour eux cette saison. On voit même qu'un joueur comme Nani, au lieu de jouer tout seul, il s'inscrit dans le collectif. Mauricio Pereira, c'est une belle acquisition. Il a marqué d'ailleurs le but vainqueur. J'ai bien aimé le fait que ce but-là a été marqué 4 minutes après celui de Miami. Donc, ça n'a pas trop traîné. On est allé reprendre l'avantage très rapidement dans le match. Alors, pour moi, c'est un résultat qui confirme qu'Orlando est en bonne posture. Puis, ils sont quand même bien positionnés au classement, eux aussi. Ils sont 4e derrière Toronto, Philadelphie et puis Columbus qui trônent en tête seuls. Là. Mais non, le visage qu'Orlando affiche, là, c'est une équipe, certes, qui concède encore un peu trop de buts, mais moins qu'avant, et surtout qui trouve le moyen d'en marquer plus que ses adversaires, puis qui montre plus
plus de stabilité et un peu plus de jeu collectif. Et pour moi, le mérite en vient en grande partie à l'entraîneur, là, Oscar Pereira, qui vraiment a su composer d'abord avec l'effectif qu'il avait en place, quelques petits changements ici et là. Et il y a clairement une mentalité un peu différente là, dans cette équipe-là qui va rassurer les partisans parce qu'après 6 ans, à un moment donné, je pense qu'il y avait quand même à Orlando là, une volonté là, de se dire là, il est temps que les choses démarrent. Justement parce que là, Miami arrivait dans la ligue. Alors, quand tu parles de rivalité, c'est qu'à un moment donné, là, tu veux montrer que que c'est toi là, qui as de l'ancienneté puis que tu es peut-être la meilleure équipe. Alors, donc, j'ai hâte de voir la suite pour voir si ce derby-là va mener vers quelque chose là, comme Toronto-Montréal ou comme d'autres derbys comme les deux New York, par exemple, ou les deux Los Angeles. Ça va être à suivre, mais sinon, pour l'instant, voilà, Orlando est au-dessus de Miami pour moi là, en ce qui a trait dans les projets de jeu et par rapport au niveau de l'échiquier MLS. Exactement, et c'était une victoire très importante pour Orlando car ils étaient sur 2 matchs nuls, donc une nouvelle victoire, ça les remet en confiance et ça les place bien au classement. En même temps, juste rapidement, là, ces 2 matchs nuls-là, ça aurait pu être des défaites dans le passé. C'est ça, je dis. Il y a quand même une différence quand même. Et juste le caractère qu'ils ont montré contre Miami, ça prouve qu'ils n'ont pas été affectés par ces résultats-là. Oui, exactement. Et en plus, ils ont désormais un buteur constant en Daryl Dike. Qui l'a cru, hein? Ouais, qui est une recrue, mais qui fait très bien. J'avais regardé le match entre Orlando et Nashville et il avait été très, très performant, je pourrais dire. Et d'ailleurs, je parle de Nashville, mais également, là, samedi dernier, ils ont eu toute une performance car ils se sont imposés face à Atlanta 4-2. Donc, quand on parlait de Nashville au podcast récemment, on parlait de bonne défense, mais d'une attaque qui peine à convertir les occasions. Eh bien, Nashville nous a donné tort au moins pour ce match, car c'est une victoire là, écrasante de 4-2. À un moment durant le match, c'était 4-1, donc ils ont vraiment là, bien dominé le match, très confortablement. Et c'est ça. Donc, Abou Danladi a pu marquer son premier but de la saison. Dominique Badji, son premier but de la saison. Et Ani Mouktar, son premier but de la saison. Donc, c'est des éléments offensifs très importants qui ont réussi à marquer leur premier but. Donc, si ça peut en déclencher plus d'un, là, ça serait vraiment très bien pour Nashville. En plus, il y a un nouveau buteur, là, un nouveau joueur désigné qui arrive. Donc, vraiment, pour Nashville, au niveau offensif, ce match-là donne un peu d'espoir. Donc, reste à voir si les joueurs vont confirmer là, lors des prochains matchs. Mais je sais pas, toi, Mathieu, avant qu'on parle d'Atlanta, là, c'est quoi ton avis un peu sur Nashville? Moi, par rapport au match contre Atlanta, quand tu marques au début du match avec 55 secondes d'écoulé, forcément, c'est bon pour la confiance. On parlait de Seattle tantôt qui a marqué très rapidement. Puis moi, je fais partie de ceux qui pensent que les équipes qui marquent en début de match, avant la pause de la mi-temps, juste au retour des vestiaires ou comme ça en fin de match, c'est toujours des moments clés. Parce qu'à un moment donné, quand tu marques tôt comme ça dans le match, tu affectes le mental de ton adversaire. Bon, on va revenir, comme tu as dit, au sujet d'Atlanta un petit peu plus tard. Et mais ce but-là rapide a mis la table pour que Nashville soit en confiance. Alors oui, Atlanta a égalisé un petit peu plus tard, mais c'est là qu'on voit que Nashville, il y a quelque chose à faire. Ils ont marqué 9 minutes plus tard pour reprendre les devants. Le but de Mouktar, notamment, qui a profité d'une largesse en défense, là, entre 2 défenseurs pour avoir un bon tir. Jusqu'à présent, Nashville avait montré quand même une certaine, ce que j'appellerais son épine dorsale, c'est au niveau défensif avec des gars comme Zimmerman, entre autres. C'est une équipe qui montrait un visage quand même relativement solide sur ce plan-là. Écoute, tu as quand même Dax McCarthy aussi, c'est pas rien. On sait que c'est un bon joueur, partout où il passe. C'est quelqu'un qui stabilise l'entrejeu au niveau défensif. Donc, tu sais que c'est une équipe qui ne va pas concéder nécessairement des tonnes de buts.
Alors, en attendant que l'attaque débloque, et ça a été le cas contre Atlanta, tu l'as dit, Badji et Dan Laddy ont marqué leur premier but. On se disait que ça ne saurait tarder. C'est quand même des joueurs qui sont capables de marquer des buts si on leur en donne la chance. Ils avaient besoin peut-être aussi d'un peu d'élan de confiance, mais c'est ça qu'il y a de bien. Dans une équipe d'expansion, parfois, c'est peut-être un peu plus facile de scier à ces joueurs-là, à moins qu'à un moment donné, là, après autant de matchs, là, on se rappellera de Fernando Adza, Cincinnati, là, à un moment donné, il y a comme une limite. Mais tout ça pour dire que Nashville, je trouve, vous offre un visage très intéressant depuis leur entrée là, en MLS. Moi, je trouve au contraire que par rapport à Miami, c'est moins bling-bling, mais au moins, tu sens qu'il y a une cohérence, il y a quelque chose là. J'ai hâte de voir la suite parce que pour moi, ça va quand même être une équipe qui va peut-être faire des séries, mais au-dessus de la ligne, mais qui sera pas une proie facile, peu importe les situations ou les adversaires qu'ils vont affronter. Et la victoire contre Atlanta le prouve. Mais en même temps, là, je pense que tu vas faire la transition là-dessus. Je veux dire, à Atlanta, les choses vont pas très bien. Vont pas très bien. Puis c'était au moment où le match a eu lieu, c'était un peu une façon de se dire c'est un adversaire que tu avais envie de prendre parce que Pity Martinez est parti suite à un transfert. Il y a une rumeur qui veut que Ezequiel Barco soit également transféré en Espagne. Sauf qu'en même temps, je suis désolé de le dire, mais Atlanta, il n'y a pas juste à l'attaque qu'il va falloir trouver des renforts, il va falloir en trouver en défense. La perte de joueurs comme Michael Park, c'est Michael Park, je crois, qui a pris sa retraite. González Pires qui est parti à Miami. Tu ne remplaces pas ça du jour au lendemain. En fait, Atlanta a perdu tellement de joueurs qui ont fait le succès de cette équipe-là. Et tu ne peux pas toutes les remplacer en même temps. Alors oui, c'est vrai, l'entraîneur Frank Debourg n'était peut-être pas le choix parfait pour conserver la stabilité de cette équipe, mais maintenant, avec leur nouvel entraîneur en place, il va quand même falloir des changements, selon moi, plus substantiels et plus qualitatifs à tous les niveaux pour que cette équipe-là redevienne un candidat potentiel là, pour le titre. Et à mon sens, Nashville, eux, ils en ont profité, mais à l'image de beaucoup d'adversaires, j'ai comme l'impression que Atlanta ne fait peur à personne. Et c'est pour ça que, selon moi, Nashville, qui marque très tôt et qui, malgré l'égalisation, a su garder confiance et prendre le large avec une avance de 4-1 avec le but de Dan Laddy à la 57e minute, tout était dit. Je veux dire, Nashville, c'est une équipe même d'expansion, mais qu'il ne faudra pas prendre à la légère parce qu'ils ne donnent pas l'image d'une équipe qui a peur de qui que ce soit. Et tandis que pour Atlanta, c'est dommage à dire, mais il y a une reconstruction à faire et ça ne sera pas cette année, malheureusement, qu'elle va s'achever. Oui, exactement, parce que, comme tu disais, il y a Michael Parkhurst qui est parti à la retraite, Gonzalo Pires. En attaque, il y a eu Julian Gressel qui est parti. Donc, c'était 3 éléments, peut-être dans le top 5 des joueurs les plus importants dans l'effectif. Et par après, tu as Joseph Martinez qui se blesse lors du premier match de la saison. Donc, vraiment, là, ils ont perdu 4 de leurs 5 plus gros éléments. Donc, vraiment, c'est un peu... Pas que c'est normal de les voir dans un piteux état, mais j'aime bien Adam Young lorsqu'il joue en USL, mais c'est pas au niveau d'un buteur sur l'aliment partant. Donc, c'est sûr qu'à un moment, ça va pas marcher. Ils peuvent pas espérer à chaque match qu'il y ait des miracles d'Ezequiel Barco et d'autres, là. Donc, c'est sûr que je pense que le point, Parkhurst ne pouvait pas l'empêcher de partir parce qu'il allait à la retraite, mais ils auraient tout fait pour garder Gonzalo Pires, qui est revenu à Miami. Donc, je pense pas que son but, c'était vraiment de partir de la MLS. Donc, c'était peut-être une affaire de contrat, je sais pas trop quoi. Julian Gressel, même chose. C'était des joueurs qu'ils auraient dû garder. Et malheureusement, c'est pour ça que ça va mal aujourd'hui. Stephen Glass, on trouvait qu'il faisait bien au début, mais là, ça fait dans les 5 derniers matchs, c'est 3 défaites, 2 matchs nuls. Donc, il va sûrement être remplacé. Donc, j'espère qu'Atlanta, en date d'aujourd'hui, le 13 septembre, a trouvé le successeur à Frank Debourg et que la direction et le nouvel entraîneur travaillent déjà pour aller chercher des renforts parce que s'ils ne vont pas chercher 4 ou 5 joueurs décisifs
d'ici la prochaine saison. Je pense que ça va être encore la même chose l'année prochaine pour Atlanta. Je sais pas si t'es du même avis que moi. En tout cas, je sais qu'Atlanta travaille fort à recruter le remplaçant de Pity Martinez ou même de Miguel Almiron, si on peut dire. Ils auraient, entre autres, à l'œil le milieu de terrain Marcelino Moreno qui joue à Lanús. Encore une fois, c'est pas pour faire un mauvais jeu de mots, mais toujours est-il que ça semble être le joueur avec lequel les négociations semblent plus avancées et ça pourrait être lui qui arriverait à Atlanta. Mais encore là, je vais le dire, et tu l'as dit toi aussi, il y a aussi un travail à faire au niveau du milieu de terrain et au niveau défensif, parce que ce qui a fait le succès d'Atlanta, c'est pas juste Almiron et Martinez à l'attaque. Parce que le temps qu'ils soient blessés, on ne le reverra pas cette saison d'une façon ou d'une autre. Mais il y a un travail à faire, pas juste à essayer de trouver le remplaçant d'Almiron. Il faut trouver quelqu'un qui joue à l'aile pour remplacer Gressel. Il faut trouver des défenseurs qui soient solides défensivement, parce qu'on l'oublie. Atlanta, c'est la solidité défensive va jouer un rôle, notamment en finale contre Portland, lorsqu'Atlanta a gagné. Lorsqu'Atlanta atteint les séries, à un moment donné, c'est bien beau d'avoir une belle équipe. Mais parfois, face à des rivaux qui sont pas forcément, je dirais, du même niveau que toi, mais qui offrent un style de jeu qui peut être très, très difficile à contourner. À ce moment-là, c'est le réalisme qui triomphe. Et le réalisme, ça veut dire que tu dois avoir plus d'équilibre dans ta formation. Il faut qu'à un moment donné, tu puisses te fier sur ta défense pour tenir le bout puis gagner des matchs 1-0, par exemple. Et c'est là-dessus que, selon moi, Atlanta a pêché aussi. Ils ont perdu à tous les niveaux, puis il va falloir que Atlanta se renforce à peu près à tous les postes pour redevenir une équipe respectable. Mais le pire là-dedans, c'est qu'Atlanta est encore, si on a encore la ligne de la MLS, sont encore au-dessus des séries, mais d'après moi, je sens que ça va tenir qu'un fil, hein, parce qu'il y a quand même des équipes derrière ils ont le potentiel de remonter puis de finir devant eux, sur papier, bien sûr. Mais en attendant, là, quand je parle de la défense, ben, je veux dire, les faits sont là. C'est une des équipes qui concède le plus dans la conférence Est. Alors, à un moment donné, si tu corriges pas défensivement tes lacunes, ben, tu n'auras pas amélioré ton attaque, mais l'adversaire va trouver une façon de marquer des buts contre toi. Juste à penser que Nashville, qui avait des problèmes offensifs, t'en enfiles 4. C'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, sur le front défensif également là, au sein de cette équipe. Ouais, mais pour défendre Nashville, ils ont quand même bien fait. Non, mais il n'y a rien contre Nashville. Nashville, comme je l'ai dit tantôt, ils ont joué leur jeu, ils ont montré du caractère. Puis ils savaient qu'Atlanta, c'était une équipe qui, d'après moi, qui pouvait prendre. Puis c'est ce qu'ils ont fait. Puis comme je l'ai dit, le fait qu'ils aient marqué très tôt dans la rencontre, là, comme ça, là, dès la première minute, ça les a placés en confiance davantage. Puis les buts sont venus. Et peut-être qu'il y avait des signes dans les matchs auparavant, parce que je n'ai pas vu tous les matchs de Nashville, qui ont montré qu'il fallait être patient avec les joueurs offensifs. Et c'est malheureusement pour Atlanta qui a des lacunes en défense, c'est contre eux que c'est tombé pour que ça débloque du côté de Nashville. Maintenant, il va falloir confirmer dans les prochains matchs. Mais là, je parle pour l'attaque. Mais globalement, Nashville montre pas un mauvais visage. Je l'ai dit, défensivement, ils ont quand même du solide. Alors, ça va être une équipe qui va être difficile à affronter d'ici la fin de la saison, là. Oui, ben c'est sûr. En plus, c'est solide défensivement. Ils commencent à avoir un peu plus de confiance offensivement. Donc, c'est sûr qu'il y a du potentiel. Là. Au moins pour être une équipe dure à affronter. Je ne m'attends pas qu'ils finissent dans le haut classement, mais c'est sûr que s'ils peuvent se battre pour les séries, je pense que ça serait mission accomplie. Moi, c'est l'objectif que je m'étais fixé pour eux. En même temps aussi, qu'ils se battent pour faire les séries ou non, si cette équipe-là a un projet, ce que je crois, là, qui continue de travailler là-dessus et qui ne néglige pas leur plan à long terme. Et s'ils continuent dans cette direction-là, c'est certain que cette équipe-là va s'améliorer et gravir les échelons. Pas de la même façon, mais juste pour la comparaison, mais un peu comme Minnesota, par exemple, qui est parti sans gros moyens, mais qui a gravi les échelons petit à petit pour devenir une excellente équipe. Et Nashville a, selon moi, la possibilité de suivre un peu la même trajectoire, mais avec ses propres moyens. Oui, exactement. Puis, moi, mon opinion, c'est que Nashville suit un peu l'école du Sporting Kansas City. C'est de dépenser intelligemment, de faire confiance à la formation, de ne pas aller chercher des gros joueurs juste pour le marketing, on pourrait dire.
Et pourquoi je dis ça? C'est parce que notre directeur général au niveau du sportif, c'est l'ancien assistant de Pete Vermees. Donc, c'est sûr qu'au niveau des transferts et tout, il y a un peu la même philosophie. Donc, si Nashville peut faire une SKC ou une Minnesota United, moi, je suis content. C'est deux équipes que je respecte beaucoup. Mais si on continue avec les matchs, là, on peut en parler d'un petit dernier. La semaine dernière, Adi et Antoine parlaient du Real Salt Lake. Même le titre du podcast, c'était le RSL s'écroule. Et je pense que le Real Salt Lake a donné raison à Culture Soccer parce que le dernier match s'est conclu sur une défaite de 5-0. Donc, une défaite assez intense. Et on ne va pas en parler des dizaines de minutes parce que Adi et Antoine ont fait le tour, mais les joueurs, j'ai l'impression, du Real Salt Lake ont tout simplement plus la tête au soccer lorsque leur dirigeant a fait des commentaires comme ça qui se sont pas sentis supportés durant le COVID-19. Donc j'ai l'impression que les joueurs là, ont un peu abandonné le projet RSL et c'est un peu dommage. J'ai l'impression que ça va rester dans le même état d'esprit jusqu'à temps qu'il y ait une vente de la franchise. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Mathieu. Ah, ben, le premier but de Colorado à la 3e minute sur corner, la façon dont les joueurs de Real Salt Lake ont réagi sur ce corner-là, ça voulait tout dire. Tu sens que les joueurs ont pas la tête. Comme tu l'as dit, ils n'ont pas la tête au soccer, ils ont la tête ailleurs, quoi. C'est vraiment triste et dommage tout ce qui se passe parce que il y avait on parle beaucoup de projets, on parle beaucoup de modèles à suivre. Tu as parlé de Sporting Kansas City tantôt, on parle de Nashville, on parle d'Orlando, on a parlé de Philadelphie. Et là, le Real Salt Lake qui montrait un visage encourageant, mais là, il suffit qu'un propriétaire ou qu'un dirigeant fasse des commentaires, disons, pour le moins odieux. Et là, c'est un petit peu comme si toute la fondation de ton projet s'écroulait. Et quand tu n'as plus de fondation, ben voilà, l'immeuble ne tient plus. Alors, cette victoire-là de Colorado, à mon sens, a montré que le Real Salt Lake, effectivement, comme tu as dit, les joueurs ont perdu l'envie de jouer, de donner l'effort. Et c'est vraiment triste. Et puis, Colorado, ils en ont profité. Qu'est-ce que tu veux? Eux, ils sont pas là pour faire preuve de pitié, si je peux dire, par rapport à leur adversaire. Colorado, c'est une équipe qui est en difficulté puis qui veut faire les séries, qui lutte avec le FC Dallas. Le Real Salt Lake est encore en série, mais là, ils sont de plus en plus en danger de s'écrouler en dessous de la ligne qui sépare au classement les équipes en série et les équipes éliminées. Et il ne faut pas oublier aussi que tu as LAFC qui est 10e, qui connaît une période très difficile et qui a certainement l'intention de remonter et de ne pas en rester là pour prouver que c'est encore une excellente équipe. Alors, moi, si je suis le Rapids de Colorado, je suis désolé, si le moindrement j'ai une opportunité d'aller chercher un résultat, je vais aller le chercher. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, tout simplement. C'est pas nécessairement Colorado qui a été meilleur, c'est qu'ils ont joué puis ils ont été chercher le résultat. Ils avaient l'envie d'aller chercher la victoire davantage que leur adversaire. Mais en même temps, sans vouloir ajouter à ce qu'Antoine et Adi ont dit la semaine dernière, moi je trouve ça très triste cette situation-là. Et il va falloir malheureusement du côté du Real Salt Lake, j'ai hâte je connais pas la suite de l'histoire, mais j'espère que cette situation-là, lorsqu'elle va se régler, que ça se fasse le plus rapidement possible parce que ça pourrait mettre, je dirais pas que ça pourrait mettre en danger la franchise ou la concession, mais ça pourrait avoir des effets durables au-delà de cette saison si on ne trouve pas une façon de redresser la situation ou si on ne la règle pas en dehors du terrain. L'ironie de la chose, c'est que juste pour te montrer à quel point ça allait mal, c'est que même à tirant de l'arrière 4-0, Real Salt Lake a trouvé le moyen d'avoir un carton rouge, d'être réduit à 10 hommes. C'est juste pour te dire à quel point ils n'étaient vraiment pas dans la partie. Moi, c'est quand la dernière fois que j'ai vu une expulsion sur carton rouge quand tu tirais de l'arrière 4-0
dans un match. Je veux bien croire qu'il y a de la frustration, mais là-dessus, c'était pas de la frustration, c'était clairement autre chose. Ben, quoique, il y a eu de la frustration par la suite, à un moment donné, mais écoute, c'est vraiment triste, c'est vraiment dommage. Il va falloir qu'au Real Salt Lake, qu'il y ait quelque chose qu'il y a une secousse sismique qui se passe, parce que c'est malheureux à dire, mais tout l'immeuble s'est écroulé, puis là, maintenant, on peut juste constater les dégâts, puis il va falloir probablement rebâtir et repartir à zéro, puis c'est bien dommage, parce que c'est le genre d'équipe qui ne pouvait pas se permettre ça. Oui, exactement. Puis là, ça fait que le Real Salt Lake perd à la Rocky Mountain Cup pour la première fois depuis 2015. Donc, Ouais, les Rapids vont chercher la coupe des montagnes. Mais surtout, là, je regardais les classements, et tandis que l'Est, c'est plus partagé. Entre la première et la 10e place, il y a 13 points. Mais à l'Ouest, là, entre la première et la 10e place, il y a seulement 6 points. Donc, c'est vraiment le chef victoire compte pour les Rapids. Et ils sont à seulement 1 point d'être dans les séries. Même le Dallas, qui a le même nombre de points qu'eux, sont à la dernière place. Donc, c'est une question de différentiel et tout. Donc, c'est sûr qu'au niveau des Rapids, une victoire de 5-0, aller chercher les 3 points, ça les met en confiance. Et vraiment, là, ils sont tout près des séries, tandis que le Real Salt Lake sont à 1 point de descendre des séries. Donc, on voit qu'il y a deux tendances. Mais non, c'était vraiment une victoire très importante des Rapids. Et donc, c'est pas mal ça pour ce qui est des matchs de la dernière semaine. Peut-être juste mentionner Brian Galvin, le jeune de 19 ans argentin qui a marqué son premier but pour Colorado. Et c'est un joueur d'ailleurs que Everton Lewis du Real Salt Lake a voulu en venir aux mains en fin de match. Mais tout ça pour dire qu'on a un jeune de 19 ans là, qui a marqué. Je voulais juste le souligner comme ça. C'est toujours le fun d'avoir des jeunes promoteurs inscrire leur premier but comme ça. Là, dans la MLS, ben, peu importe la situation. Puis c'est triste en même temps que tout ce qui s'est passé là, en fin de match, là, cette espèce de frustration. Mais en quelque part, c'est au Real Salt Lake, il va falloir que la direction se regarde dans un miroir après ce qui est arrivé, parce que je veux dire, les joueurs là, sont un peu sont un peu les victimes collatérales de tout ça. Oui, puis tu parles de jeunes. Il n'y a pas juste Galvin, il y a aussi les deux homegrown, les deux joueurs comme au club, Cole Bassett qui a marqué un but, et Sam Vines. Donc, on parlait un peu plus tôt de l'Union de Philadelphie là, qui donne la chance aux jeunes, mais Colorado, on dirait, sont plus portés à le faire là, depuis l'arrivée de leur entraîneur. Donc, non, c'est quand même intéressant de voir Colorado. Je pense que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu des jeunes vraiment, là, même formés au club ou pas comme Galvan, mais vraiment prendre les choses en main. Donc, chapeau à eux. Et Diego Rubio qui fait 2 buts, je pense que ça faisait longtemps. Ouais, c'est ça faisait longtemps. Ça faisait du bien aussi que Colorado, le match précédent, ils avaient marqué les premiers, mais ils en avaient concédé 4 en retour à leur adversaire. Là, cette fois, c'est vrai que c'était, on l'a dit, le Real Salt Lake n'avait pas la tête à jouer, mais au moins, ils ne se sont pas battus eux-mêmes cette fois-ci. Et Rubio s'est assuré d'aller chercher le deuxième but rapidement aussi à la 10e minute. Donc, à partir de là, Colorado n'a jamais regardé en arrière. Oui, exactement. Donc là, je pense que c'est rare tout pour les matchs de la dernière semaine. C'est sûr, il y a eu d'autres matchs, mais si on veut parler de nos autres sujets, malheureusement, on ne peut pas tout parler de tous les matchs. Peut-être juste dire rapidement que Chicago a obtenu un match nul contre Columbus qui, en ce moment, trône au sommet et qui concède peu de buts. Chicago qui trouve le moyen d'en marquer 2. Puis quand on sait que Chicago connaît ses propres difficultés cette saison, c'est quand même un résultat inespéré. Moi, je voulais le souligner parce que j'ai eu l'occasion de voir ce match-là. Et moi, je dis, en fait, Chicago, peut-être qu'il y a la frustration que ils auraient pu gagner ce match-là parce que c'est eux qui ont marqué en premier les 2 premiers buts. Après 14 minutes, ils menaient 2-0 contre toute attente contre Columbus. Mais voilà, Columbus, c'est pas une mauvaise équipe pour rien. Et le nouvel arrivant, Fetaï Alachi, qui a trouvé le moyen de marquer le but qui a relancé Columbus avant que Zardes, à la 88e, n'égalise. Mais
Columbus doit se dire quand même en même temps, on l'a échappé belle de perdre un match qu'on aurait peut-être dû gagner sur papier. Mais en ce sens-là, j'espère que les adversaires vont noter ce qui s'est passé parce qu'en ce moment, Columbus, qui concède tellement peu de buts, qui est très fort en attaque avec les Ella Ryan et tout ça, semble, je dirais pas indétrônable, mais semble parti pour terminer en tête de la conférence Est. Alors, si on veut trouver un moyen de battre cette équipe-là, ben, peut-être Chicago a montré certaines indications intéressantes. Et en même temps, c'est un résultat qui est emblématique de la MLS. N'importe qui peut battre n'importe qui, même si sur papier, on se disait que Columbus allait peut-être écraser le Fire. Mais c'est ça, c'est pour ça que je voulais en parler. Le résultat de 2-2, c'est la petite surprise de la fin de semaine. Oui, exactement. C'est sûr que c'est une belle surprise. Ça peut donner de la confiance à Chicago. Et ça retient un peu le crew en première place. Ils sont désormais seulement à 3 points là, de l'Union. Donc, non, ça rajoute un peu du piquant dans cette saison à l'Est. Mais ça, pour revenir au match de saison régulière, on le sait, avant le 11 septembre, on ne savait pas trop ce qui allait se passer après le 18. Et là, la MLS donnait un peu plus de détails. Première grosse nouvelle, c'est que les clubs canadiens vont recommencer à affronter des équipes américaines, mais malheureusement, ils ne peuvent pas le faire au Canada. Donc, chaque équipe de MLS s'est fait assigner un stade. Ben, ça a dû être des deals et tout, mais c'est ça. Montréal va affronter Philadelphie dans son Red Bull Arena. C'est assez surprenant. Moi, honnêtement, j'avais d'autres idées de stade en tête, mais ça te fait quoi, toi, Mathieu, de voir, je sais que tu es supporter de l'Impact, mais ça te fait quoi de voir l'Impact jouer à domicile, mais au Red Bull Arena? Ça fait toujours un peu bizarre. Bon, on s'attendait que les équipes canadiennes n'allaient pas jouer chez elles. Elles allaient malheureusement à choisir un domicile aux États-Unis. Moi, par contre, ce qui m'étonne davantage au-delà de ça, c'est plus le fait que lorsque la MLS a publié son calendrier, c'est jusqu'à la fin septembre. C'est même pas le reste de la saison là, avant les séries. Donc, au niveau de la MLS, on dirait qu'on avance, je dirais pas reculons, mais très, très prudemment parce qu'on ne semble pas encore certain de ce que la situation va devenir, en particulier avec la pandémie actuelle d'ici la fin du mois. Alors donc, on a juste fait le calendrier jusqu'à la fin du mois de septembre. Alors, c'est quand même, ça là-dessus, c'est quand même surprenant. Et à travers ce calendrier-là, on a quand même, entre autres pour l'Impact de Montréal, 5 matchs en 2 semaines, je pense. C'est quand même donc très, très demandant. Et considérant aussi que, moi, je pense que c'est la principale difficulté, juste d'abord de se rendre à l'aréna des Red Bull pour s'installer, pour s'entraîner, ça va impliquer une quarantaine et peut-être qu'il va en avoir d'autres si on devait rentrer à Montréal éventuellement parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver avec la suite du calendrier, tout ça. Et il y a encore eu l'histoire, les joueurs en ont parlé, la question des familles. Safir Tada, par exemple, on a vu à quel point c'était compliqué pour lui d'être loin de sa famille pendant le tournoi MLS is Back. Alors, qu'est-ce que ça va être par rapport à la suite du calendrier, alors au moment où l'Impact ne jouera pas à la maison, ne sera pas à la maison, ne sera pas près des siens? C'est clair que les équipes canadiennes ne sont pas favorisées par cette approche-là. Et en plus, le fait que c'est juste une portion du calendrier, ça veut dire qu'on ne sait même pas ce qui va arriver. La seule solution maintenant pour Montréal, comme pour les autres équipes canadiennes, ça va être d'y aller un match à la fois. Mais il ne faudra pas s'étonner si les équipes ne jouent pas au maximum de leur capacité parce que c'est une situation un peu particulière. J'en ai souvent parlé ici. Et on a vu là, au tournoi MLS is Back, il y a des joueurs qui n'ont pas réagi dans ce tournoi-là de façon comme on s'attend à ce qu'ils se comportent dans une situation ou un calendrier normal, mettons. C'était clair que la pause allait laisser des séquelles psychologiques et physiques. Et là, ça va être un peu la même chose parce que il faut voyager, il faut se rentraîner, il faut se remettre dans des dispositions de match, malgré le fait qu'il va y avoir une quarantaine entre la fin du championnat canadien, c'est-à-dire que l'Impact a encore ces 2 matchs à disputer contre Vancouver, et ensuite de se rendre au New Jersey
j'ai dit à New York tantôt, mais c'est au New Jersey, en fait, pour se préparer pour la suite de ce calendrier-là. Et ça sera pas facile. Même s'il y a des adversaires prenables dans le calendrier, ça sera pas facile. Alors, moi, c'est pour ça que je vais avoir un peu de mal à la fin de la saison de juger des performances de l'équipe globalement, même si Montréal a montré des signes depuis l'arrivée d'Olivier Renard et de Thierry Henry qu'on est passé à autre chose là, que le style de jeu de contre-attaque unidimensionnel qu'on avait pendant 8 ans, un peu par défaut, il faut le dire, alors qu'on n'avait pas de structure. Mais la COVID-19 a fait que la progression qu'on pouvait s'attendre de cette équipe, ben, elle va être beaucoup plus lente. Ça va prendre plus de temps parce que tu as plein de facteurs qui viennent l'influencer, comme j'ai dit tantôt. Et c'est ça, je me questionne encore sur l'approche de la MLS par rapport à ça. On y va un petit peu à la sauvette, je dirais pas à la sauvette, mais on y va. C'est comme si on disait oui, on a envie de jouer, oui, on veut vous offrir du soccer, mais en même temps, on craint certaines choses. Et puis, donc, on va reculons sur d'autres aspects. Alors, c'est pas clair tout ça. Sur les suites qu'il va y avoir au calendrier là, après le mois de septembre. Mais bon, on va suivre ça de près. Il va peut-être avoir des matchs, c'est sûr qu'il va y avoir des matchs intéressants. Puis on va suivre nos équipes canadiennes, c'est évident. Mais il faudra pas s'attendre à des résultats spectaculaires. Peut-être qu'il va y avoir des surprises, hein, on n'en sait rien. Mais déjà, l'Impact qui va affronter Philadelphie, ça va être un gros morceau comme premier match. Alors que Philadelphie, ben eux, ils n'auront pas beaucoup à voyager. Hein. Les voyages aux États-Unis en ce moment, ben, pour l'instant, ça a l'air de bien aller. Les joueurs sont testés. Pour l'instant, je pense que récemment, il y a juste à Kansas City qu'on a trouvé des joueurs positifs. Si je ne m'abuse, mais toujours est-il que ça ne sera pas facile. On va espérer que du côté des supporters, parce qu'évidemment, on va être loin de nos favoris. Il va falloir se montrer patient, je pense, par rapport aux résultats et aux performances que l'équipe va offrir. Mais parce que c'était clair que lorsque Montréal est revenu jouer à la maison, on a vu la différence sur le terrain dans la façon de jouer. Et quand l'équipe a vraiment pas envie de jouer, comme c'était le cas pour la situation là, avec le Black Lives Matter, le match contre Toronto, ben ça paraît sur le terrain aussi. Mais quand l'équipe a envie de jouer, ça paraît aussi. Et c'est là qu'on voit un peu mieux ce que Thierry Henry et Olivier Renard tentent de faire avec cette équipe dans l'approche. Ça, on l'a vu. Maintenant, c'est ça. Là, je me demande de ce que ça va donner à court et moyen terme d'ici la fin septembre, là, ces matchs-là. Mais mon jugement par rapport aux performances des équipes canadiennes dans ces matchs-là d'ici la fin septembre, je vais tenir compte de ce contexte-là là, que je viens d'évoquer et qui est quand même très particulier. Oui, c'est sûr. Puis moi, une autre question que je me demandais, c'était pourquoi le Red Bull Arena, quand il y a d'autres stades peut-être un peu plus proches, c'est sûr, c'est pas à 2-3 heures de plus proche, mais tu sais, par exemple, à seulement 5 heures de route, il y avait à Hartford le stade. C'est Toronto qui est à Hartford, c'est ça qui est bizarre. Oui, et Vancouver, ils sont à Portland, ce qui n'est pas excessivement loin quand même, il faut dire. Là. Non, c'est ça, mais c'est ça. Pour l'Impact, je trouve de l'équipe de USL, donc le Diane Stadium, ça aurait pu être intéressant. Sinon, l'Université de Providence a un magnifique stade. Il y a même le Marina Auto Stadium à Rochester. Lui, peut-être la seule question, c'est s'il est encore entretenu depuis la fin des Rhinos. Mais c'était un excellent stade également. Mais ça, moi, c'est les questions que je me posais pour l'Impact. Sinon, pour Toronto, c'est pourquoi pas aller sur le stade de l'équipe de USL. Ils vont dans le stade de football américain qui doit être assez dispendieux en tant que frais. Puisque c'est quand même un très gros stade, tandis qu'il y avait le stade de USL qui contient 5000 personnes. Moi, je pense que ça aurait été une bonne option pour le Toronto FC, mais je pense que chaque club a leur raison. Et avant de passer à l'autre sujet, moi, je vais tout simplement donner les calendriers, puisque ça va être la première fois que les équipes canadiennes vont affronter des équipes américaines. Là. Donc, le 20 septembre, l'Impact va affronter l'Union de Philadelphie au New Jersey, dans la Red Bull Arena, donc à domicile, si on peut le dire comme ça. Par la suite, le mercredi suivant, le 23, l'Impact se déplace à Foxborough, au Gillette Stadium, pour affronter les Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Et par la suite, le dimanche,
Là, ça devient confusant. Ça devient confus parce que Ça devient confus, oui. est-ce que l'Impact joue à domicile ou à l'extérieur? Mais en fait, ils sont à domicile pour jouer à l'extérieur contre les Red Bulls au Red Bull Arena. Donc, oui, c'est assez confus. Et, mais ça reste possible pour l'Impact. Il y a l'Union qui est très bon, mais à part ça, c'est des équipes, on pourrait dire, prenables. On ne sait pas qu'est-ce que l'Impact peut faire face à ces équipes. Plus rapidement, toi, Mathieu, là, peut-être en quelques secondes, là, qu'est-ce que tu as trouvé les adversaires? Est-ce que tu es inquiet ou. Ben, le premier adversaire ne sera pas facile, mais je suis plus inquiet, comme j'ai dit tantôt, de comment les joueurs vont réagir à jouer comme ça, là, à distance et loin de leurs proches, de leur famille. Comme tu as dit toi-même, c'est peut-être là, moi, que j'ai peut-être une certaine inquiétude. C'est comment mentalement et physiquement les joueurs vont réagir. En tenant compte non seulement de la distance, mais aussi de la quarantaine, qui fait qu'au niveau des entraînements, comment je pourrais dire ça, là, qui va encore une fois peut-être affecter leur performance, hein, qu'on le veuille ou non. Donc, c'est pour ça que, comment je pourrais dire, c'est plus là que moi, mes inquiétudes se trouvent que par rapport à leur adversaire, parce que comme j'ai dit, Philadelphie, eux, il n'y aura pas ils n'auront pas ce problème-là, parce qu'eux, ils ont déjà fait ces voyages-là, tu comprends? Fait que, Ouais. ils sont donc mieux positionnés physiquement et mentalement que l'Impact. Et en plus, sur papier, Philadelphie a, selon moi, une meilleure équipe. Fait que ce premier match-là va, selon moi, être le plus parmi probablement le plus compliqué, mais devrait nous donner une indication sur comment l'équipe aborde cette portion-là là, du calendrier jusqu'à la fin septembre. Mais ça ne sera pas facile. Honnêtement, je pense que ça ne sera pas facile pour l'Impact. Il ne faudra pas s'attendre à des miracles. Déjà que l'équipe se cherche en attaque, entre autres. Mais il se cherche aussi, bon, de toute évidence, parce que les anciennes acquisitions qu'on a surpayées à l'époque où il n'y avait pas de structure, je veux dire, on doit composer avec et là-dessus, il va peut-être falloir faire preuve de patience. Mais au moins, on a vu que Thierry Henry et avec les nouvelles acquisitions d'Olivier Renard, il y a quelque chose qui se met en place tranquillement. On va espérer qu'on en voit encore on voit encore cette semence-là progresser un petit peu, peu importe les résultats au cours des prochains matchs. Si on voit ça, ça va être encourageant. Si vraiment mentalement et physiquement les joueurs ne sont pas disposés, il va falloir malheureusement peut-être être patient, un peu plus patient et attendre peut-être la saison prochaine pour voir un peu plus de ce qu'il en sera pour l'Impact. Moi, je ne regarde pas le portrait à savoir s'ils vont faire des séries ou non. C'est pas ça qui m'intéresse pour l'instant parce que peut-être qu'ils vont faire des séries quand même, là, peu importe ce qui va arriver. Moi, c'est plus comment l'équipe va progresser et en même temps composer avec la situation de la pandémie et le fait de devoir jouer très, très loin de la maison. Oui, exactement. Puis si on continue avec les autres clubs, le 19, Toronto se déplace au Audi Field, donc à Washington, D.C. pour affronter le D.C. United. Par la suite, il visite un autre club qui a de la misère à se trouver un stade, le NYCFC, puisqu'il va jouer au Red Bull Arena. Et par la suite, Toronto va à Hartford pour affronter le Crew de Columbus. Donc, un match très important pour Toronto. Et si on continue par la suite pour Vancouver, Vancouver, le 19, affronte le Real Salt Lake au Rio Tinto Stadium, donc en Utah. Par la suite, se déplace au Bank of California Stadium pour affronter le LAFC. Et finalement, affronte les Timbers de Portland, mais à domicile au Providence Park. Donc, ça va être, pour moi, ça va être une foule plus vert pour supporter Vancouver lors de ce match. C'est pas mal ça pour le nouveau calendrier de MLS. Aussi, cette nouvelle phase permet à des équipes d'affronter plus d'équipes hors région. Tu sais, comme par exemple une équipe comme Orlando qui affrontait pratiquement sans arrêt Atlanta, Miami et Nashville. Va devoir se prouver face à d'autres équipes. Rapidement comme ça, Orlando affronte Sporting Kansas City, Chicago
et Dallas. C'est pas en ordre, mais c'est de mémoire là, que je vous dis ça. Donc vraiment, on retourne à une MLS un peu plus normale, si je pourrais dire. Et je pense que c'est pour ça que la MLS n'a pas dévoilé son calendrier plus tard que le 27 septembre, parce que si jamais il y a des cas ou des choses comme ça, je pense que c'est plus un test au niveau de la MLS. Mais je pense que tout est déjà planifié. C'est juste qu'ils attendent étape par étape pour le lancer au cas où il y ait des changements. C'est ça. Mais le risque, c'est que là, tu as des joueurs qui sont un peu sur le qui-vive ou ils ne savent pas trop ce qui va arriver. Je peux comprendre l'intention de la MLS, mais quand tu regardes un peu ce qui se fait ailleurs, mais en même temps, c'est une autre réalité, on a été un peu plus transparent sur les calendriers dans certains cas. Je pense à l'Allemagne. Bon, je sais que certains vont rire en m'entendant mentionner ça, mais la plupart des ligues en Europe ont été quand même transparentes par rapport à leur calendrier, voire même leur reprise du championnat pour compléter la saison précédente. Là, au niveau de la MLS, et je pense que le point clé là-dedans, mais c'est encore une fois le fait que c'est une ligue qui se joue dans 2 pays. Donc, tu as la question de la frontière et c'est ça qui compliquait un peu les choses. Pour le reste, ben, tu as raison, on va faire. Supposément que le calendrier devrait se terminer le 8 novembre. Donc, ça veut dire qu'il reste un peu plus d'un mois à mettre, à publier, ou en tout cas à mettre publiquement le reste du calendrier pour la MLS. Donc, on va attendre la suite là, après le mois de septembre, là, ce qui va arriver. Mais le risque là-dedans, c'est que là, tu as des joueurs ou tu as des organisations qui sont un petit peu et qui ne savent pas trop à quoi s'attendre. Alors, des fois, ça peut jouer sur leur performance. Et à mon sens, cette façon-là de fonctionner, ben, ça avantage plus les équipes américaines que les équipes canadiennes, c'est certain. Oui, exactement. Et maintenant, pour finir, un petit dernier sujet, spécialement pour toi, Mathieu. On le sait, Mathieu, un de tes premiers articles était par rapport aux droits de télé, un peu le marketing autour de tout ça. Mais c'est ça, en ce moment, la MLS travaille sur, on pourrait dire, un autre partenariat et tout. Et depuis en août, là, la MLS, on dirait, met de l'avant le streaming en attendant, on pourrait dire, un plus gros partenariat pour le droit télé. Et je pense que tu es en train d'écrire là, tranquillement un article là-dessus qui devrait sortir dans les prochaines semaines. J'aimerais t'en entendre parler un peu sur le sujet, là. Oui, ben, juste pour mettre la table, la MLS a annoncé aux alentours là, du 17 août d'avoir conclu un accord avec une compagnie média qui s'appelle Bleacher Report. Bleacher Report, qui est les propriétés de Warner Media AT&T. Et cette première entente-là, c'est pour diffuser du contenu de ce qu'on appelle les faits saillants des matchs jusqu'en 2022. Et ça a été négocié par cette fameuse boîte là, dont j'ai mentionné dans un de mes articles, qui s'appelle Soccer United Marketing, qui gère les droits commerciaux pour la MLS et la Fédération américaine de soccer, et même l'équipe nationale mexicaine. Ce qui a facilité l'accord, c'est que, bien entendu, la MLS a identifié que les fans, la base de la fanbase qu'on appelle en anglais, c'est-à-dire les supporters là, en majorité, sont composés de jeunes entre 13 et 34 ans qui consomment beaucoup d'Internet et moins de télévision. Et donc, cette compagnie-là, Bleacher Report, qui a en ligne une application et qui est diffusée par l'intermédiaire de YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, et qui a plus de 20,5 millions d'abonnés, et qui a à peu près une moyenne de 120 millions d'abonnés, 217 millions qui regardent des vidéos par mois, et qui a des ententes d'ailleurs avec des équipes en Europe. Je pense entre autres Bleacher Report a une entente avec Manchester United pour montrer les faits saillants et rediffuser même parfois des matchs via son application. Alors, cette entente-là, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, et je vais le résumer un peu plus en détail dans l'article, c'est que c'est une amorce à une future entente entre la MLS et une diffusion en streaming de leur match lorsque va se négocier les droits médias pour la télévision là, qui est prévu pour 2022. Alors, on en parle beaucoup. Et la MLS, certes, veut donner une priorité aux compagnies comme ESPN, Fox, Univision pour ce qui est des matchs en langue espagnole, pour ce qui est des droits en direct. Mais l'entente avec Bleacher, c'est simplement pour... en fait, ça met la table pour un accord futur pour aller au-delà de la diffusion des faits saillants. Et ce que ça dit aussi dans l'article, et je le mentionne également
en résumé, là, comme ça, puis sans trop vouloir vendre le punch, c'est que déjà, les ententes de streaming, les équipes de la MLS en font chacun de leur côté. Tout juste, je pense à peu près... le lendemain, ouais, c'est ça. Le lendemain de cette entente-là, on a entendu que Seattle avait signé une entente avec Amazon Prime Video pour diffuser les matchs en streaming des Sounders intégralement. Et en plus, cette entente-là implique des accords avec toutes les chaînes locales de télévision qui ont des droits de diffusion avec Seattle. Et ça, c'est nouveau parce que pour l'instant, les ententes de streaming qu'on avait, c'était un peu à l'écart des chaînes locales. Et on sait que des chaînes comme Disney+, et même YouTube TV ont des ententes avec des équipes de la MLS. YouTube, évidemment, avec le LAFC, bien entendu. Mais cette nouvelle entente-là avec Seattle, qui avait déjà une entente de streaming auparavant avec une autre compagnie, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on y joint ce qu'on appelle l'aspect de télévision locale et de d'autres médias. Donc, il y a comme un partenariat, il y a quelque chose qui se présente là-dessus. Et ce que je veux souligner, c'est que justement, la MLS considère le streaming comme étant un moyen de diffusion très, très sérieux. Non seulement pour rejoindre sa fanbase d'une façon plus large, mais aussi pour explorer un terrain où les autres circuits traditionnels de sport en Amérique du Nord, comme le football américain, le hockey, n'ont pas encore exploité pleinement. Et on considère que du côté de la MLS, il y a comme une voie du futur à suivre de ce côté-là. Et donc, ça va être dans la balance, même pour la négociation des droits médias à venir. Alors, l'exemple de Seattle, ça pourrait être le premier parmi d'autres. Mais en même temps, ceux qui suivent, par exemple, la CanPL, qui est diffusée par One Soccer, on voit que c'est pas étranger juste à la MLS, là, tout ça. Là, c'est quelque chose qui vivote là, depuis un certain temps. Mais cette négociation-là démontre que c'est faux de dire que la MLS néglige les droits médias. C'est juste que l'entente actuelle de 90 millions, je l'avais écrit sur les médias sociaux, peut-être que la MLS ne trouve pas son compte et là, cette entente-là est sur le point de s'achever. Alors, probablement que la MLS, lorsqu'il y a eu tout le marketing autour de MLS is back, peut-être qu'ils n'ont pas mis trop l'accent sur ce marketing-là, puis ils ont travaillé justement sur le futur, où là, à mon sens, ils risquent d'être beaucoup plus agressifs une fois que toutes les ententes vont être signées d'ici à ce qu'on arrive à la Coupe du Monde 2026. Ça semble vraiment très intéressant. Et donc, je conseille vraiment à tous nos auditeurs et auditrices là, d'aller jeter un coup d'œil sur le site de Culture Soccer pour être certain de ne pas manquer ton article. Ça s'en vient d'ici quelques jours. Je suis en train de le finaliser puis je l'envoie là, cette semaine. Puis si c'est publié rapidement, là, on va le relayer à travers les médias sociaux. Là, il y a un petit peu plus d'informations, un peu plus de chair autour de l'os. Parfait. Sinon, un petit dernier mot pour nos auditeurs et auditrices. Continuez d'encourager la MLS, continuez d'encourager le sport, le soccer en Amérique du Nord, que ce soit vous avez les moyens de suivre la USL, aussi la CanPL avec l'excellent podcast de CS à l'érable que vous pouvez écouter chaque semaine. Là. Moi, je vous encourage à suivre à lire tous nos articles et puis à écouter tous nos podcasts sur les différentes plateformes. Si vous voulez en savoir davantage, on est là pour vous informer. Puis c'est avec grand plaisir qu'on le fait puis qu'on partage ces informations-là avec vous. Très bien. Merci à toi, Mathieu, pour ton temps aujourd'hui. C'était vraiment plaisant. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous écouter à chaque semaine, de nous lire sur le site et tout. C'est vraiment très apprécié. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à repartager notre travail. Et c'est très important pour nous. Et sur ça, je vous souhaite une bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine.